Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour ce webinaire sur les infiltrations sous scanner. Initialement, c'était exclusivement réservé au rachis, mais à la suite d'un petit échange qu'il y a eu il y a 1 mois et demi de cela sur les infiltrations articulation sacro-iliaque, je me suis dit que c'était peut-être pas inutile de rajouter ce thème dans cette présentation. Les 4 points qui allaient être abordés dans ce webinaire: les objectifs, la méthode, les exemples commentés et les questions qui pourraient être posées à la fin ou dans un second temps et auxquelles je pourrais répondre éventuellement par mail. Alors, les objectifs, c'est de présenter cette technique qui est basée sur une expérience d'1 année qui a permis d'infiltrer 810 patients qui se répartissent de la façon suivante: 261 patients pour infiltration cervicale, 18 patients pour infiltration du rachis thoracique, 483 patients pour infiltration rachis lombaire, et j'ai donc rajouté, comme je l'ai dit au tout début, infiltration des articulations sacro-iliaques, vu les questions qui s'étaient posées il y a environ de cela 1 mois et demi par un de nos collègues qui se posait la question de l'intérêt de ces infiltrations. On va voir qu'en réalisant ces examens sous scanner et avec une méthode simplifiée, on peut arriver à avoir d'excellents résultats, tout au moins dans la réalisation technique de l'examen. Je ne parlerai pas des résultats sur le plan clinique et sur le plan médical qui pourraient faire l'objet d'une autre présentation, et de voir comment donc on peut réaliser facilement ces examens. Sur la dernière partie de cette diapositive, vous avez la répartition selon les examens qui ont été réalisés, ce qui nécessite peut-être une précision également entre la voie d'abord et l'endroit où on veut infiltrer le produit. Ce qui explique pourquoi il y a certaines fois des confusions. On peut très bien réaliser une voie d'abord foraminale et obtenir une opacification intradurale, et inversement, on peut faire une voie d'abord épidurale et obtenir une opacification du foramen, selon que l'aiguille sera positionnée d'une façon ou d'une autre, ou que la quantité sera suffisamment injectée pour aller le plus loin possible. Voilà donc préciser un petit peu sur cette diapositive la position foraminale de ce qui serait l'aiguille, ce qui n'empêchera pas le produit de rentrer dans le foramen et d'aller jusque dans le canal vertébral, le cas échéant. Inversement, une position épidurale, en respectant bien sûr le fourreau dural grâce à la précision de l'infiltration sous scan. Et on va voir sur certains exemples que l'on peut obtenir à partir de cette voie d'abord également une opacification foraminale. Et enfin, 3e geste réalisé qui est la position intra-articulaire postérieure. Alors, comment nous avons organisé notre travail sur cette année-là? Eh bien, systématiquement, quand le patient téléphone pour prendre rendez-vous, on va lui donner 2 rendez-vous qui vont avoir chacun un intérêt bien particulier. Le premier, c'est pour presque, on va dire, à visée médico-légale, mais ça devient de plus en plus systématique et on voit l'intérêt que ça peut avoir, de préciser au patient le déroulement de tout ce qu'il va y avoir après. Et la deuxième partie, c'est donc la réalisation de l'infiltration elle-même. Alors, le patient va téléphoner pour prendre son rendez-vous. On lui donne un rendez-vous de consultation. Ce rendez-vous de consultation va permettre de faire connaissance avec le patient, de le sécuriser, de le tranquilliser, parce que systématiquement, à la fin de la consultation, il dit: mais c'est vous, docteur, qui allez me faire l'infiltration? Je dis: oui, bien sûr. Et on sent déjà que là, un lien de confiance est établi avec le patient. Ça permet de voir également qu'est-ce qui nous est demandé de réaliser, de rectifier éventuellement le tir par rapport à la demande concernant un niveau, voire même un côté, parce que ça a pu changer entre-temps. Donc, de faire vraiment le point par rapport à ce qui est demandé, de vérifier si sur le plan technique, c'est réalisable, si par rapport à l'imagerie que nous amène systématiquement le patient, on va trouver une voie d'abord facile pour passer, soit en extraforaminal, soit épidurale, comme je vous l'ai expliqué, et puis de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication, ou tout au moins qu'on peut lever certaines contre-indications en prenant quelques précautions au préalable. Et à la fin, on va, avec le petit modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, expliquer au patient comment ça va se passer. Une consultation bien réalisée ne prend pas plus de 10 minutes et le bénéfice est énorme car le patient va avoir toutes les informations nécessaires, on va tout lui donner et il saura exactement comment va se passer cette infiltration. Et en même temps qu'on lui donne le rendez-vous de la consultation, on lui donne le rendez-vous de l'infiltration qui en général a lieu dans les 3-4 jours qui suivent, ce qui permet de éventuellement régler le problème de l'ordonnance pour les produits, de modifier éventuellement, s'il y a des anticoagulants, de modifier la prise en charge de ces anticoagulants, s'il y a un diabète également, s'il y a une grossesse, ou de vérifier la contre-indication éventuelle.
Et on va s'apercevoir qu'avec cette consultation, donc pré-infiltration, eh bien, on n'a quasiment aucune perte, entre guillemets, lors de la réalisation même de ces infiltrations. Aucun patient ne s'est désisté au dernier moment, ce qui a même permis certaines fois de récuser des patients qui n'avaient pas forcément besoin de cette infiltration, ou tout au moins pour qui les douleurs étaient déjà beaucoup moins importantes, et donc qui attendaient un petit peu plus pour savoir si on allait leur faire ou pas cette infiltration. Alors, différents modèles de questionnaires existent. Celui-ci, c'est celui qu'on avait réalisé par nous-mêmes, mais chacun est libre de faire son propre questionnaire, et dans lequel vous verrez qu'on a comme ça noté tous les éléments nécessaires à une bonne réalisation de l'infiltration ensuite. Et ce questionnaire, ce qui est très important, c'est qu'il doit être daté et signé par le patient et conservé dans son dossier de façon à ce qu'on ait un document sur le plan médico-légal s'il y avait le moindre souci par la suite. Alors, voici sommairement la répartition donc, des matériels. On va voir, je n'insisterai pas trop sur le choix du matériel, enfin surtout sur le choix du produit utilisé. Il y a les recommandations de la CIMS qui sont là pour bien faire la part des choses entre les produits à injecter, comme l'hydrocortencil ou la dexaméthasone, en fonction du siège de l'infiltration, rachis lombaire, rachis cervical, voire même rachis opéré, et éventuellement modifier la voie d'abord, comme ça l'est dans certains cas sur un rachis opéré à l'étage lombaire pour utiliser une voie d'abord par le hiatus sacro-coccygien. Pour notre part, ces infiltrations sont réalisées sur 2 demi-journées. Ce sont des vacations entières de scanners dédiés à ces infiltrations, et ce qui permet de regrouper environ une dizaine de patients. Donc chaque patient a, comme vous le voyez là, sa petite boîte qui est préparée avec tout le matériel qui est préparé le matin, de façon à ce qu'on puisse comme ça vérifier qu'on aura tout sur place au moment ad hoc. Ici, donc, précisé pour le rachis cervical, au début, depuis qu'il n'y a plus d'Altib, on avait certains problèmes. L'hydrocortencil, en plus, était un produit qui était devenu rare, et on a pu utiliser, et on l'utilise de plus en plus fréquemment, la dexaméthasone qui se présente sous cette présentation, une boîte de 5 ampoules de 4 mg pour 1 millilitre, et en général, on injecte 1 à 1,5 ampoules par infiltration, ce qui fait qu'avec une boîte, on peut facilement réaliser 2 patients. Au début, la dexaméthasone, pour l'avoir, il fallait que le patient soit hospitalisé en hôpital de jour. Actuellement, il est délivré en pharmacie sur simple ordonnance, ce qui ne pose donc aucun problème pour l'obtenir. Les articulaires postérieurs, le choix, c'est plutôt le diprostène, tout comme pour les articulaires postérieurs et les articulations sacro-iliaques. On y reviendra. Alors, une fois que cette consultation de pré-infiltration a été réalisée, qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas de contre-indication ou que ces contre-indications pouvaient être, le cas échéant, adaptées en fonction donc, de ce que l'on a pu découvrir, on va passer à la réalisation technique de l'examen. Le patient vient en ayant mangé, il n'est absolument pas nécessaire qu'il soit à jeun. Selon que l'examen va être une infiltration du rachis lombaire ou du rachis cervical, la position est un petit peu différente. Dans tous les cas, bien sûr, c'est à plat ventre, mais pour l'examen lombaire, on garde la tête à l'extérieur du tunnel, ce qui fait que le patient voit en permanence soit l'équipe manip qui est en train de réaliser l'examen à travers la glace, soit le radiologue, parce que pour ma part, je reste dans la salle, et on y reviendra après, je suis plaqué contre le côté du scanner, et on s'est, avec des études qui ont été faites par un PCR, rendu compte qu'il n'y avait aucune irradiation, aucune complication pour le radiologue. Donc, première partie de l'examen très importante, c'est l'installation du patient qui doit être confortable. Je dirais que c'est pratiquement le temps d'examen le plus long, de façon à ce que le patient ne bouge pas ensuite. Le repère laser va nous permettre de nous positionner. Il n'est pas nécessaire que le laser soit systématiquement sur la ligne des épineuses. Il peut être légèrement décalé. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, pour le cervical, eh bien, la position est également à plat ventre, mais là, par contre, on est obligé d'avoir tête première. L'examen est réalisé à plat ventre de façon à avoir une voie d'abord postérolatérale, ce qui va nous permettre d'éviter tout problème vasculaire ou nerveux pour la suite de l'injection. De la même façon, repère laser qui nous permet d'avoir un zéro de référence. Et ensuite, on va pouvoir vérifier grâce. Là, je me positionne maintenant du côté manip. On va lancer la vidéo qui va nous montrer comment se passe la suite du repérage une fois que le patient a été positionné. On va se retrouver ici sur l'écran. Les images vont se dérouler. On voit très bien ici l'image de la hernie discale. Une voie d'abord va apparaître ici avec un petit espace entre le ligament jaune et le fourreau dural et la racine qui est là. Une fois que l'image a été sélectionnée,
la grille laser va pouvoir se positionner exactement à l'endroit de la référence. Ici, vous avez la référence 0 du laser. Donc, peu importe si cette ligne n'est pas exactement sur une médiane, puisqu'on va pouvoir calculer très facilement le décalage. Je recommence le positionnement. Donc, on lance l'acquisition qui a été au préalable opérée donc par un scout. On se focalise que sur les tâches qu'on veut infiltrer, comme ça il n'y a aucune erreur possible de niveau des tâches. Une fois que la coupe a été sélectionnée, la grille va venir se positionner sur l'écran du mani. Et on va pouvoir faire tout de suite nos mesures en simulant le trajet. Donc la mesure, c'est 5 cm, puisque chaque petit trait correspond à 1 cm. Et donc, on voit que le décalage sur la peau qu'on pourra prendre tout à l'heure, c'est 5 cm et demi. Voici pour l'étage lombaire, vous voyez le décalage qu'on avait, le patient a dû bouger entre-temps. Tant que le repérage n'a pas été fait, ce n'est pas très gênant, mais après, il faut bien conditionner le patient en lui demandant de ne pas du tout bouger. Et on voit qu'effectivement, par rapport à une des épineuses et par rapport au laser, on a environ 5 cm et demi. C'est ce qu'on avait mesuré au préalable, ce qui ne pose donc aucun problème pour rattraper ce décalage ensuite. Et on voit qu'avec le contrôle de la progression de l'aiguille, on va pouvoir préciser exactement, suivre exactement l'avancée de l'aiguille jusqu'à l'endroit que l'on avait au préalable repéré. Ici, c'est à la suivante. Et voilà où je me positionne lors de l'acquisition. Je suis ici plaqué contre le statif. J'ai bien sûr un tablier plombé, mais des mesures ont été faites par un PCR qui suit les installations. Et les mesures ont montré qu'il n'y avait aucune irradiation, quasiment aucune irradiation, à partir du moment où le radiologue était de ce côté-ci. Et donc, vous voyez qu'on n'a pas du tout besoin de SCOPI-scan dans ces cas-là, puisque le radiologue peut communiquer directement avec le manipulateur à travers la vitre qui est ici. Les gestes pour communiquer sont extrêmement simples, on n'a même pas besoin de parler. Avec le pouce et avec la main, il y a 2-3 signes à se faire pour savoir s'il faut faire déplacer les images d'une coupe ou de coupe ou les faire modifier dans l'autre sens, de recommencer. Enfin, donc ça ne pose vraiment aucun problème, surtout à partir du moment où l'équipe est bien entraînée. On va voir quelques exemples de ces infiltrations. On va commencer par le rachis cervical. Et bien sûr, à l'étage cervical, le grand problème, c'est l'anatomie des vaisseaux. Mais à partir du moment où le patient est à plat ventre, la voie d'abord postérieure directe perpendiculaire ou postérolatérale ne posera aucun problème. Là, c'était un angioscanner qui avait été réalisé, qui montre bien la position notamment des artères vertébrales qu'il faut bien sûr éviter. Donc C1, C2 reste toujours une région un petit peu chaude pour faire ces infiltrations, mais à partir de C2, C3 et en dessous, il n'y a plus de problème particulier. Donc, même technique, patiente ou patient à plat ventre, on repère uniquement un étage, de façon à ne pas avoir d'équivoque sur le niveau infiltré. On va repérer de la même façon le point d'entrée. Donc, on calcule, là, 5 cm, 6 cm, 7 cm par rapport au laser et à la ligne médiane. Et on va pouvoir, comme ça, progressivement suivre l'aiguille jusqu'en regard soit du massif articulaire, soit un petit peu plus en avant. Et l'injection du produit de contraste iodé montre bien la diffusion ensuite, ultérieurement, du produit qui sera injecté, de l'anti-inflammatoire qui sera injecté et qui va progresser dans le foramen. Et on voit ici que cette progression se fait particulièrement bien à partir d'une ponction, donc avec une voie d'abord qui est extraforaminale, arriver à envoyer le produit dans le foramen. Il en est de même à l'étage, voici encore un autre étage, où là, l'opacification montre bien l'arrivée du produit de contraste et ensuite son passage dans le foramen et dans l'espace périmédulaire. À l'étage lombaire, ça va être exactement la même chose. À l'étage lombaire, ça va être exactement la même chose, avec une voie d'abord qui peut être, en l'occurrence ici, perpendiculaire directe. Selon les cas, elle peut être oblique. Le calcul se fait très facilement sur la peau. Et une fois le produit injecté, eh bien, on voit que le produit opacifie non seulement l'espace épidural du côté droit, mais également le foramen et la région extraforaminale, donc sans avoir de souci pour positionner l'aiguille en foraminale. Voilà encore un autre exemple, cette fois-ci du côté gauche. Opacification épidurale postérieure gauche et opacification foraminale, ensuite L5 S1 gauche. Encore un autre exemple.
toujours opacification, je dirais, unilatérale, épidurale gauche et foraminale gauche, avec une voie d'abord cette fois-ci un petit peu plus oblique à cause de l'orifice qui reste limité, du passage limité entre le massif articulaire et l'épineuse. Mais dans notre expérience, nous n'avons jamais eu de difficulté à opacifier, même lorsque les espaces sont très serrés. Et on s'aperçoit même qu'on peut avoir une opacification épidurale totale, droite et gauche. Et lorsqu'on fait des contrôles après opacification de l'étage sus et sous-jacent, on s'aperçoit que le produit de contraste est également monté sur les deux niveaux au-dessus et en dessous. De la même façon, on peut réaliser des opacifications au niveau du rachis thoracique. Alors, ça peut être soit les articulaires costo-vertébrales, costo-transversaires, avec toujours la même sécurité, la même tranquillité pour le patient. En sachant que, étant à côté du patient pendant tout l'examen, ça le rassure énormément. On peut lui parler, on peut lui dire ce qu'on fait, et beaucoup apprécient qu'on leur explique toutes les étapes de ce qu'on est en train de faire, d'autant plus qu'ils sont à plat ventre et qu'ils ne voient pas ce qui se passe. De les tenir au courant, ça les conforte et ils en sont très très contents en règle générale. Je passe sur le rachis cervical. De la même façon qu'on peut faire des infiltrations, donc on a vu à l'étage foraminal cervical, à l'étage épidural lombaire, on peut réaliser des infiltrations articulaires postérieures. Bon, ça se discute au scanner parce qu'on peut le faire également en scopie, mais la voie d'abord étant tellement simple et la précision également tellement évidente qu'on peut réaliser 2, 3, voire 4 infiltrations sur le même patient, lorsque bien sûr il y a une indication d'en faire 3 ou 4 avec une très grande simplicité. Et on voit ici, avec une voie d'abord directe perpendiculaire, l'opacification L4, L5, ici oblique L5, S1, donc on prend exactement la direction de l'interligne articulaire. Voilà ce que ça donne une fois que le patient, on a positionné les deux seringues de produit. Une indication qui est peut-être un petit peu sous-estimée et qui pourtant soulage pas mal les patients, ce sont les variantes anatomiques de la charnière lombo-sacrée. Et lorsque l'on a notamment des néo-articulations, avec des méga transverses L5 qui viennent créer une néo-articulation avec l'aileron sacré correspondant. Et là encore, avec une grande facilité, on peut positionner une aiguille juste en regard de cette néo-articulation, vérifier l'opacification, le bon positionnement de l'aiguille avec une opacification préalable et passer ensuite à l'injection de l'anti-inflammatoire. Un petit mot sur les articulations sacroiliaques, puisqu'il y avait eu un échange il y a un mois et demi à peu près, ou 2 mois, entre, je crois que c'était des radiologues de Tours qui se posaient la question de l'utilité de ces infiltrations. Là où je travaille, on a une équipe de neurochirurgiens dont l'un s'intéresse beaucoup aux problèmes des articulations sacroiliaques, soit en diagnostic différentiel d'une pathologie lombaire ou de hanche, soit inversement. Et donc, on est amené à réaliser des infiltrations assez fréquemment de ces articulations sacroiliaques, soit à visée thérapeutique, soit à visée diagnostique. À visée thérapeutique, c'est bien sûr lorsqu'on nous demande d'essayer de traiter le patient en injectant un anti-inflammatoire. Donc, en général, c'est du diprostène. Et on voit que là encore, la précision de l'infiltration sous scanner permet d'avoir une très grande précision dans la position de l'aiguille ici à gauche et ici à droite, et de pouvoir ensuite injecter. Alors, ce n'est pas très nécessaire d'injecter de l'iode, c'est pour ça que je l'ai mis plus ou moins, puisque on voit que la pointe de l'aiguille est en place, donc ça évite d'avoir déjà un encombrement ou un remplissage de l'articulation qui va pénaliser ensuite la quantité d'anti-inflammatoire. Donc, le plus souvent, on injecte directement l'anti-inflammatoire lorsqu'on nous demande de faire un geste thérapeutique. Deuxième possibilité, c'est un geste diagnostique. Et donc là, c'est à viser de diagnostic différentiel ou positif par rapport à un doute sur une éventuelle autre pathologie associée. Et on n'injectera que de la xylocaïne pour, là encore, éviter d'avoir un remplissage en partie par le produit de contraste. On voit que l'aiguille là n'est pas encore tout à fait bien positionnée et qu'il va falloir pousser encore un petit peu plus l'aiguille pour l'amener ici dans l'interligne articulaire. Alors, il ne faut pas hésiter à explorer l'ensemble de l'articulation pour avoir le point de ponction le plus précis. On voit que celui-ci sera assez compliqué à obtenir si on prend cette coupe, alors que de ce côté-là, le point de ponction vient juste affleurer l'interligne articulaire et on n'aura aucun problème. En général, c'est sur les coupes les plus basses de l'articulation que l'on va trouver le point le plus adapté pour faire cette infiltration. Alors, du coup, je me suis permis de mettre quelques éléments de réflexion sur cette articulation sacroiliaque
pour répondre peut-être un petit peu aux questions qui avaient été évoquées au préalable. Alors voici, et ça vous pourrez le retrouver sur le document quand il sera finalisé et qui sera mis à votre disposition, vous pourrez le reconsulter plus tranquillement. Et donc avec quelques éléments concernant pourquoi l'articulation sacroiliaque est une articulation qui peut être abîmée, elle peut s'endommager, elle peut être, parce qu'elle est constituée d'abord, c'est une articulation donc recouverte de cartilage, le cartilage qui peut s'abîmer comme toute arthropathie, mais elle peut également être sujette à des pathologies inflammatoires. On nous demande souvent de réaliser des IRM afin d'étudier un petit peu la recherche d'une composante inflammatoire au niveau de remaniement de la trame osseuse bordant les interlignes articulaires. Et donc, c'est une articulation qui peut poser problème, soit à visée diagnostique, soit à visée thérapeutique. Ce qui fait que ça rentre souvent dans un schéma d'analyse qui est bien particulier. Dans un premier temps, ça va être l'examen clinique et la recherche d'antériorité. Dans un deuxième temps, ça va être l'examen clinique qui va donc être fait par le correspondant, par celui qui va nous adresser le patient, avec un signe qui est un signe appelé le signe de Fortin, qui est un signe très spécifique, qui est la recherche de la douleur à un point précis, en regard de l'interligne articulaire, plutôt à la partie basse de l'interligne, justement, et à la recherche de tests de provocation positive. Tout ça, vous l'aurez plus détaillé sur le complément de ce webinaire. Et donc, à partir de là, on va nous demander soit de faire un test diagnostique, soit un test thérapeutique, selon l'arrière-pensée du prescripteur. Et on voit que cette analyse de l'articulation sacroiliaque se met dans un cadre beaucoup plus complexe de pathologies souvent associées, soit lombaire avec une arthropathie sacroiliaque, soit de canal lombaire étroit, ou d'une coxopathie, et coxopathie qu'on peut éventuellement également, comment dirais-je, éliminer ou au contraire conforter en faisant là aussi un test diagnostique avec un temps arthrographique de la hanche si besoin. La localisation de la douleur pour orienter vers une pathologie de l'articulation sacroiliaque, c'est donc le test de Fortin, qui est un test que vous pouvez d'ailleurs également le radiologue très facilement rechercher. Une fois que le patient est à plat ventre, c'est de rechercher la douleur en repérant bien sûr l'interligne articulaire et en appuyant avec le pouce sur toute la hauteur de cette interligne articulaire et à la recherche de la douleur provoquée qui en général, lorsqu'elle existe, sera à la partie basse de l'interligne articulaire et qui est situé à environ 1 cm de l'épine iliaque postéro-supérieure ou postéro-inférieure, pardon. Constante, cette douleur, lorsque la pathologie est affirmée, est un test qui se révèle constante dans quasiment la totalité des cas. D'où la nécessité d'une collaboration étroite entre le professionnel, c'est-à-dire celui qui est le prescripteur, et le radiologue qui va effectuer cette infiltration. Il faut vraiment qu'on ait une complémentarité et que ce ne soit pas une simple ordonnance en disant articulation sacroiliaque à infiltrer. Ça, c'est vraiment la meilleure façon de rendre l'examen le moins positif possible. Le protocole d'injection est relativement simple. Le patient est également vu en consultation, tout comme pour le rachis, de façon à premier temps, réconforter le patient. Deuxième temps, qu'il sache qui va lui faire son examen. Troisième temps, qu'on élimine toute contre-indication possible. Et dernier temps, qu'on lui précise un petit peu comment va se dérouler l'examen. Un point que je n'ai pas signalé tout à l'heure, dans tous les cas de figure, le patient vient accompagné de façon à ce que ce ne soit pas lui qui reparte bien sûr tout seul et surtout lui qui conduise. Ne serait-ce que là encore pour des raisons médico-légales, il suffirait qu'il ait une perte d'inattention sur la route et qu'il y ait un accident de voiture et patatrac, ça retomberait même s'il était dans son droit. Les assurances iraient rechercher le pourquoi du comment et bien sûr, il pourrait y avoir des petits problèmes par la suite. Concernant le déroulement de l'injection elle-même, quand c'est à visée diagnostique, on voit que c'est une articulation qui est de petite taille et qu'on peut guère mettre plus de 2 millilitres de produits, soit anesthésiques, soit de corticoïdes, d'où la raison pour laquelle je préfère le faire, donc bien sûr sous scanner pour être sûr que la pointe de l'aiguille est dans l'interligne articulaire et sans injection de produit de contraste au préalable pour ne pas déjà pré-remplir l'articulation. Et là, vous aurez à votre disposition toute une série d'articles qui ont été publiés depuis une dizaine d'années pour certains, un peu plus récemment pour d'autres, et que vous pourrez consulter pour vous donner et vous faire votre propre opinion concernant
l'articulation sacro-iliaque. Alors, je reviens un petit peu, on approche de la fin, et donc sur quelques points importants pour la réalisation de ces infiltrations sous scanner. Comme vous l'avez vu, je reste présent pendant tout le temps de l'infiltration à partir du moment où le niveau a été repéré. Donc, à partir du moment où on a sélectionné une coupe, je reste avec le patient dans la salle de scanner et je suis voilà. Et donc, je suis, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, positionné ici sur le côté. Là, vous avez la petite croix. Donc, j'étais en train de vous dire que concernant l'irradiation subie par la radiologue, eh bien, elle était nulle, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma qui a été réalisé sur le dessin des mesures de zone d'irradiation. L'avantage, c'est que ça permet d'être très rapide, d'éviter les entrées, les sorties, je reviens, je repars, je reviens, je repars. Ça permet également aux patients de se sentir en toute sécurité et de raconter exactement ce qu'ils ressentent au fur et à mesure qu'eux. Et concernant la discussion avec le manipulateur, ça ne pose aucun problème. Il y a un petit micro d'ambiance déjà d'une part, et d'autre part avec les mains, un petit peu comme en plongée, on peut tout à fait communiquer très rapidement et communiquer, leur demander de compléter. Voici le travail qui a été effectué et qui confirme ce que je viens de vous dire. Donc ça, c'était le premier point, l'irradiation subie par le patient. Les deuxième point important, c'était le questionnaire et la consultation pré-infiltration, qui a donc, comme vous l'avez vu, plusieurs avantages, et surtout de se retrouver le jour de l'infiltration avec un patient qui est sous anticoagulant, ou une dame qui est éventuellement susceptible d'être enceinte ou d'être allergique à l'iode, etc. Donc, ça permet d'éviter d'avoir ce contretemps. Vu l'encombrement des machines, c'est pas désagréable ni inutile de pouvoir compter donc sur une activité qui reste fluide. Pour notre part, on a consacré 2 demi-journées par semaine à faire ces examens, et ce qui permet là aussi d'optimaliser l'efficacité entre notamment la communication avec les patients et la prise en charge des patients. Tous les patients restent avec nous une petite quinzaine de minutes, 20 minutes après l'examen, et rentrent chez eux, comme je vous le disais également, accompagnés. 2 jours de repos après l'infiltration, de façon à ce que l'optimalisation de l'injection soit la meilleure possible. Concernant les anticoagulants, donc, il suffit d'avoir la table, et là, vous l'avez également dans le travail. Donc, l'essentiel de ces infiltrations sont faites sous scanner. Je vous disais qu'il était possible de les faire sous scopie concernant les articulaires postérieurs, mais on voit que c'est quand même tellement plus simple sous scan et que c'est quand même d'un confort plus important pour le patient et certainement pas plus irradiant. Des travaux sont actuellement en cours concernant l'injection. Donc, on va parler des produits. Donc, les produits, on sait que il y a eu des problèmes avec la suppression de la commercialisation de l'Altime. Les produits utilisés selon les niveaux et selon les antériorités du patient, c'est l'hydrocornancil, l'iprostène. Et là, de plus en plus, avec la disponibilité de plus en plus grande de la dexaméthasone dans les pharmacies de ville, c'est le produit qui est en train de se substituer aux autres, notamment pour les infiltrations du rachis cervical. Mais pour avoir plus de certitude et de tranquillité, il suffit de regarder les recommandations de la CIMS concernant les infiltrations rachidiennes, et où toutes les précautions sont données pour travailler avec la plus grande tranquillité. Voilà donc un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce travail, sur ce qui a montré donc une très grande efficacité finalement. À partir du moment où les patients sont prévenus de ce qu'on va leur faire, ils arrivent beaucoup plus détendus, on a beaucoup moins de stress, beaucoup plus de tranquillité. Tous les problèmes sont anticipés en amont, et on n'a pas besoin de l'appareillage Scopiscan pour pouvoir faire ces infiltrations à partir du moment où il y a une très bonne communication qui se fait avec l'équipe manip de l'autre côté. Le grand piège, c'est le patient qui va bouger entre le moment où on fait le repérage et le moment où on va faire l'infiltration, parce qu'on peut perdre effectivement la précision millimétrique que l'on a, d'où la nécessité d'une installation parfaite et confortable pour le patient, et de bien lui expliquer que c'est essentiel de ne pas bouger, même s'il a l'impression qu'il n'a pas bougé en bougeant la tête, il a bougé le reste du corps également. Donc, c'est la phase la plus importante et le premier temps le plus important de l'examen. Voilà en gros ce que je voulais vous donner comme information sur mon expérience de ces infiltrations rachidiennes. À part une patiente qui a fait un petit malaise vagal, nous n'avons eu aucun problème particulier dans les suites immédiates ou à distance avec ces infiltrations. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition, soit maintenant pour y répondre en temps direct, soit vous pouvez les poser et on vous donnera les modalités pratiques par mail, et on me transmettra vos questions et j'y répondrai avec plaisir.
Et je vous remercie en tous les cas pour votre disponibilité, votre patience suite à ces petits contretemps durant la présentation, et je reste à votre disposition.